ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات فتره المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bienvenue sur Radio Ma'arif, nouveau podcast foot consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça y est, ça a démarré. Le Maroc a joué son premier match 1-0 face à la Namibie. Pour nous aider à débriefer ce premier match aujourd'hui, on reçoit Fadel Abdellaoui, toujours le maudit, Fadel Loumoudi qui est là. Ça va Fadel? Ça va. Marhaba bik. Et alors le commentateur le plus compulsif sur l'équipe nationale, pour moi, je ne sais pas comment tu fais. On sent l'espèce de transe à travers tes tweets dès que les Lions de l'Atlas sont dans la place, comme dirait notre ami. Ça doit être un autre moi. Notre ami Kalcha. C'est Amin Benis, artiste peintre de son état, et atteint de Mounsekhabit aigu. Voilà. Bienvenue à vous les amis. Merci Reda. On commence direct. Comment, dans un premier temps, comment vous avez jugé cette première prestation globalement, disons, sans rentrer dans les détails? C'était un bon match, un mauvais match, en gros. Si on voit sur le plan comptable, c'est une bonne chose parce que on avait l'habitude de soit bien jouer, de pas faire les 3 points, ou soit de mal jouer et pas faire les 3 points, ce qui est logique aussi. Et là, pour la première fois, on commence une CAN. Enfin, pour la première fois, on a dû le faire avant, mais... on l'a fait en 2008 contre la Namibie. Voilà. C'est le fameux triplé de El Loudi qui se blesse dans le même match. Et on l'a fait en 2004, je pense, victoire 1-0 contre le Nigeria, but de Youssef Hadji, qui nous ouvre les portes comme ça. Voilà, sur le plan comptable, c'est une bonne chose de commencer... par une victoire. Maintenant, et puis il faut pas, comme j'ai dit hier, faut pas sous-estimer le facteur chance parce que on a aussi une habitude d'avoir un peu la poisse. Il suffit de voir le match contre l'Iran où on marque un but contre notre camp. Là, c'est un peu l'inverse. C'est l'inverse. On va dire son nom. Il s'appelle Itamounia Keimounié et il joue en Éthiopie à Dirdawa. Dirdawa, c'est la ville où les Marocains ont joué pas mal de matchs pour la seule Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée en 1976. Alors, voilà. Ce bonhomme-là est rentré, il a fait la faute, il a marqué contre son camp. Voilà, c'est effectivement une bourrée de doses inversée. On peut dire voilà, ça. Si on sur le plan comptable, c'est une bonne chose de commencer par une victoire. Si c'est peut-être un signe aussi, le facteur chance, il faut qu'on capitalise dessus. Si la chance est avec nous, pourquoi pas. Maintenant, sur le jeu, il faut bien sûr tenir compte du fait que... Ouais, en gros, là. Voilà, en gros, c'est une bonne chose. Non, mais sur le jeu, bon, pas bon... Sur le jeu, il n'y a pas eu grand-chose. Faible, quoi. Voilà, plutôt faible. Mais maintenant, il faut aussi tenir compte des conditions de jeu. Premier match, l'équipe un peu stressée. On ne va pas se plaindre du résultat, mais sur le jeu, à part une occasion en deuxième mi-temps de Ziyech... Un peu déçu, quoi. Ouais, voilà, contre la Namibie, normalement, tu dois être capable de produire plus de choses. De déstabiliser cette équipe, d'avoir au moins 3-4 occasions, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc voilà, après on peut discuter du match plus en détail. On va discuter. Fadel? Pour moi, le plus important, c'est à retenir, c'est les 3 points. Le Maroc on dirait une interview de Ligue 1. En Ligue 1. Ils commencent toutes leurs interviews comme ça. Le plus important, c'est les 3 points. Là, pourquoi? Même en Coupe d'Afrique. Parce que honnêtement, après tout ce que j'ai vu comme match, je vais mettre ça dans le contexte global de la CAN. Aujourd'hui, on ne peut faire aucune lecture prospective de savoir où on en est par rapport aux autres. Parce qu'en fin de compte, cette compétition, c'est par rapport aux autres. Quel est notre niveau par rapport à nos concurrents? Et donc, aucune équipe ne se démarque clairement. Tout le monde a joué un premier match qui ressemble à un premier match, c'est-à-dire un peu dans la retenue, un peu dans... On va juste dire, parce qu'on enregistre le podcast juste après Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire a gagné 1-0, but de Kodjia, et qu'effectivement, il y a eu plus de maîtrise, je pense, que pour le Maroc, mais en même temps, c'était pas un rythme extraordinaire, malgré Pépé, malgré Wilfried Zaha, malgré Wilfried Bony, enfin, ça a piétiné un petit peu. Pour moi, c'est important, on a eu les 3 points. Est-ce que je peux dire quelque chose de plus sur comment je prévois la suite de la compétition? Non, disons, n'essayons pas de prévoir, on va parler de ce qu'on a vu. Alors, sur ce qu'on a vu,
peux dire que j'ai pas été très satisfait là. Par contre, sur la prestation de l'équipe, surtout d'un point de vue offensif. D'accord, d'un point de vue offensif. Alors si on regarde la mise en place de Renard, il y avait des surprises. Donc Blenda blessé n'était pas là. Ahmedi était remplacé par Ait Ben Nasser. Donc on avait un milieu complètement inédit. Ait Ben Nasser, Bossofa, Boulabéa. Et devant, plus attendu, Nsel est en pointe avec Ziyech et Amrabat sur les côtés. Qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, c'est un étonnement parce que Renard nous a toujours dit qu'il a un groupe sur lequel il compte, il a une équipe type. Et moi, quand j'ai pas vu Ahmedi au départ, je me suis dit il a un problème physique. Et bon, s'il y a un problème physique, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui ont des problèmes physiques. Blend a un problème physique, Dacosta a un problème physique. Ça en fait beaucoup. C'est des cas différents. Dacosta n'était pas systématiquement titulaire. On voyait bien Seyss, c'était pas une surprise. Ahmedi faisait partie de l'équipe type. Ne pas le voir au départ et voir Bouarbia commencer le match, ça m'a un peu étonné. Ahmedi n'avait pas de problème physique, il est rentré d'ailleurs. Donc c'est pas très logique en soi de. Excuse-moi, on peut pas en même temps reprocher à Renard d'être trop immobiliste ou bien conservateur dans ses compositions, et quand il les adapte, moi je voulais juste suivre sa logique. C'est-à-dire si sa logique était de garder un groupe, il l'a pas gardé. Donc moi j'essaie de comprendre. Moi, je critique pas. Moi j'aurais changé plus de choses. Forcément c'est limite. Donc voilà, s'il a changé au premier match, il a sûrement ses raisons. J'ai l'impression que ce milieu n'a pas beaucoup fonctionné. J'ai pas vu Bouarbia faire des choses extraordinaires, des relances minimes. À un moment, on voit même Renard crier vers l'avant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué du bord du terrain. Donc première mi-temps très très morose. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu Boussoufa quand même se réveiller. Et il est monté d'un cran. J'ai été agréablement surpris parce que Bossofa il a fait pour moi 2 mi-temps très différentes. Il a fait une première où il était très loin des buts adverses, il a beaucoup couru dans le vide, on a l'impression qu'il allait exploser physiquement, et en deuxième mi-temps on l'a vu un cran devant, et il a été aidé aussi par l'entrée de Bouffel qui proposait des solutions, et dans une équipe qui tournait mieux, et là on a trouvé un meilleur deuxième mi-temps que première mi-temps, en tout cas sur Bossofa. Mais ce milieu de terrain de base, celui qui a commencé le match, on avait quand même l'impression qu'il aurait beaucoup de mal à créer du jeu. Fadel, comment tu... Moi, je pense que l'issue du match est très positive. J'oublie le score, 1-0, 3 points, par rapport à ce qu'on va donner comme suite à l'équipe nationale. Je vais m'expliquer. Nous avons eu la possession, c'est-à-dire que le Maroc avait tout le temps le ballon. Ça finit à 60-40. Globalement sur le match. Là, 68% de possession, 32%. 68%, 32%. 561 passes marocaines, 272 namibiennes. Et voilà, 17 fautes. Si je suis Renard, je peux être satisfait. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le ballon, j'ai pas réussi à créer des occasions, mais je peux me dire que le final heureux pour l'équipe nationale me permet de faire ce qu'il faut comme arrangement, comme réglage pour les prochains matchs. Non, mais ça tu reviens au score. Le score, on est tous d'accord, il va permettre au groupe de souffler, il lève les tensions, il y avait beaucoup de tensions dans l'équipe, il y avait des tensions avec les supporters. Ce score, ce but contre son camp de la 88e, ça calme tout le monde. Peut-être je vais vous choquer, mais je vois dans ce résultat quelque chose de positif. Mais c'est parce qu'il y a eu ce but contre son camp, j'aurais très probablement un discours différent si ce but n'avait pas été. C'est pour ça que je reviens au début du match et à cette mi-temps qui était complètement lourde. Effectivement, tu as raison, ça ressemble à beaucoup d'autres matchs qu'on voit, y compris des favoris supposés de la CAN. Mais est-ce que tu penses qu'il va repartir, lui, avec ce type de milieu de terrain, comme ça, un peu lourd, ou bien il va revenir à... Je pense que Fadel a un point, c'est-à-dire qu'on était à 2 minutes d'un résultat, on va dire, très, très mauvais. C'est-à-dire qu'on aurait fait Maroc, on a marqué quoi, la 88e. Donc on est à 2 minutes, on ne serait pas là à dire ces choses-là si ce but contre son camp n'avait pas été marqué. On serait critiqué beaucoup plus l'équipe. Donc il faut qu'on soit objectif par rapport au jeu produit. On peut pas, je veux dire, moi, à part le facteur chance d'avoir marqué ce but et qui est posé et qui est peut-être un signe pour la suite, il faut quand même le signaler que c'est arrivé quand même tard. Donc on n'était pas loin d'une grosse polémique. Maroc-Namibie 0-0. Il faut savoir que les Namibiens sont quand même, je crois qu'avec la Tanzanie, c'est les deux équipes les plus faibles que j'ai vues. C'est-à-dire qu'on on n'a pas vu un jeu extraordinaire dans la CAN, mais on a vu des Ouganda, on a vu d'autres équipes montrer un peu plus de résistance. La Namibie a
pratiquement rien produit. Non, moi, je n'ai pas trouvé la Namibie. Pour moi, les équipes qui ont comme ça une mise en place défensive très sérieuse, on a compris ce qu'ils voulaient. Hein. On a vu aujourd'hui l'Afrique du Sud qui a fait un match pareil défensivement. C'est pas faible pour moi. C'est pas faible. C'est des blocs compacts qui sont difficiles à bouger. Et aujourd'hui, c'est le minimum qu'a une équipe qui arrive en CAN. Hein. Tu vas, à part le troisième match, tu vas commencer à avoir du tourisme. Tu vas pas trouver des 4-0, des 3-0 pendant toute la CAN. Je te le garantis. Oui, mais Reda, à quel moment tu mets la limite de, on doit être capable de faire mieux. Mais c'est la question que je vous pose. C'est ça que je veux dire. Cette coupe, je pense que Renard l'envisage en tant que potentiel vainqueur. Bien sûr, il a gagné 2 fois. Sur une logique de 7 matchs, je pense qu'on a fait ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les 3 points et on a quelque chose sur laquelle on peut construire. Alors la grosse question, est-ce qu'on a de quoi faire ces réglages et affiner un peu tout ça ? C'est là où je suis un peu moins sûr. Voilà. C'est-à-dire, OK, la pauvreté du banc, par exemple. On a commencé d'une certaine manière en faisant intégrer Bouffel. On a quand même fait bouger, les choses. Ce côté gauche a été un peu plus dynamique. Il a créé un peu de déséquilibre chez les Namibiens. Il a mis de la vitesse. Est-ce que le deuxième match, je le prends dès le début pour qu'il puisse me reproduire tout ça, ou là, il faut rester sur la logique Renard qui est d'être très, très prudent et l'intégrer en deuxième mi-temps. Je ne sais pas quelle sera sa lecture pour le deuxième match. Welekin, on a un bon résultat qui permet d'envisager d'être meilleur. Oui, mais justement, envisageons d'être meilleur. C'est quoi les idées ? C'est d'avoir Bouffel d'entrée de jeu, c'est ça ? Non, moi je ne vois pas du tout Bouffel d'entrée de jeu parce que je pense que Bouffel, c'est une sorte de joker ou d'impact player qui sera beaucoup plus efficace contre des défenses fatiguées. C'est quelqu'un qui va au dribble et d'ailleurs des fois il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il dribble beaucoup, il crée beaucoup et des fois il y a un côté un peu personnel des fois. Mais au moins on a senti son entrée quand il est sur le terrain. Donc moi je le garderai comme le joueur qui vient pour, apporter un plus. Maintenant, si on voit la logique un peu plus large, je pense que pour aller plus loin dans la compétition, on a besoin de 2 choses. D'abord, de sortir de la poule. Et je pense qu'avec ces 3 points, à 90%, si on ne prend pas une tôle contre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que même si on perd contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire à 3 points, avec des défaites courtes, normalement ça passe. Donc je pense que déjà il y a un premier objectif, c'est sortir de la poule, d'accord ? Et puis je pense qu'il nous faudra un match référence, un match qui va souder l'équipe, un match qui va être... qui va mettre de l'euphorie un peu. Voilà, qui va mettre de l'euphorie. Et qui passe un message aussi aux adversaires. Exactement. Alors que ça soit contre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ou en 8e. C'est-à-dire qu'on pourrait même avoir un match nul de raccro contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, faire 4 points et passer. Mais après, il faudra un gros match qui va souder un peu comme la CAN 2017 où il y a eu ce gros match contre la Côte d'Ivoire, le deuxième, et qui après, parce que on perd en quart contre l'Égypte, on aurait pu gagner, on a raté des occasions, globalement ça a été une bonne CAN. Donc voilà, donc la première partie, je pense la qualif, je pense qu'elle est à 90%, c'est-à-dire le passage de poule est à 80 ou 90% assuré. Maintenant, il faudra quand même produire à un moment un match référence qui va souder l'équipe et qui va être un détonateur. Vous restez beaucoup sur le côté psychologique, confiance, construction, machin, etc. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne au jeu. Moi, je vous dis comment je vois les choses. Moi, avec un Nsaheli seul en pointe, un Hakimi à gauche qui ne centre jamais, qui ne déborde jamais, parce que donc il centre jamais en première intention, parce qu'il faut qu'il se remette sur son bon pied, et de l'autre côté un Dirar qui centre très peu. Donc Nsaheli qui se retrouve privé il centre mal, Dirar surtout. Exactement, qui a loupé son match pour moi, Dirar. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui propose plus Hakimi, mais ça sent jamais en première intention. Donc du coup, Nsaheli qui a tout son jeu de tête, on s'en prive. Ziyech ne le trouve jamais ou ne le cherche jamais. D'ailleurs, quand tu regardes bien le type de jeu de Ziyech, je préfère systématiquement. Il fait ça avec Van de Beek à l'Ajax, feinter la frappe et bim, lance. Ça, il le fait pas. Donc on se retrouve avec une animation, pour moi, offensive qui est très très faible. Et pourquoi l'entrée de Bouffel a fait une différence énorme? Parce qu'on a eu quelqu'un qui a percuté, qui s'est mis en danger, qui a bousculé un petit peu, qui a augmenté le rythme, a augmenté la vitesse. Et pour moi, c'est ce qui nous a manqué pendant toute la première mi-temps avec ces deux latéraux. Et Nsaheli en pointe, je sais pas, moi d'ailleurs, Nsaheli ne devrait pas être dans un 4-4-2 parce que tout seul en pointe, j'ai l'impression qu'on va souffrir pour marquer. Oui, la preuve, on n'a pas marqué. Nos attaquants ne marquent pas depuis un moment. Depuis Maroc-Argentine,
puis Maroc-Gambie, puis Maroc. Le dernier match, c'était contre Malawi. C'est Ziyech qui marque. C'est quelqu'un qui va tirer de loin. Et donc, moi, mon inquiétude, c'est on n'arrive pas à faire arriver de bons ballons pour des finalisations d'action. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Nséré ne sert à rien. C'est-à-dire, il est là, oui, il bouscule peut-être les défenses, il est là à monopoliser 1 ou 2 défenseurs, mais on ne peut jamais nous attendre à ce qu'il fasse quelque chose. Boutayeb est rentré en deuxième mi-temps. Quand j'ai vu Boutayeb rentrer, là, je savais qu'il n'allait pas marquer. Ça, tu sens au départ du changement. Tu as eu un feeling. Le feeling, c'est pas lui qui va marquer dans cette configuration. C'est ce qui est affreux, ce que tu dis. C'est que j'ai vu ce match dans un lieu public, disons. J'ai vu ce match dans un lieu public. Et dès que Boutayeb est rentré, mais tout le monde pensait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, tu sais, il y avait une espèce de pesanteur d'une sorte. Mais tout le monde se disait, wesh, Anna, pour moi, on le voyait pas comme une solution. C'est dingue. Hein. Depuis 3 matchs. Et excuse-moi, c'est là où d'ailleurs l'affaire Hamdallah est importante. Parce que l'affaire Hamdallah, que tu le veuilles ou non, te prive d'une option. Je parle pas de Hamdallah. Hamdallah est parti, j'ai plus envie d'en parler. Mais c'est qu'il te manque un attaquant, quoi. Numériquement. C'est-à-dire même le remplacer par Badi ou par n'importe qui, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça aurait été le Kaby, par exemple. Ou en tout cas un 9 ou un 11, enfin quelqu'un devant. Et là, il nous manque une carte, quoi. On joue avec 2 cartes. On joue avec Nséré et Boutayeb, quoi. Si tu reviens au projet de jeu de Renard, c'est quoi ? C'est le pressing haut, récupérer c'est jamais de faire le jeu. Oui. On n'a jamais réussi à faire le jeu. C'est-à-dire que même quand on gagne contre la Côte d'Ivoire dans la CAN 2017, c'est des buts en contre. On a eu quelques buts en contre. Et donc, Renard n'a pas une équipe. D'ailleurs, on l'a vu contre l'Iran. On a eu la possession aussi contre l'Iran en Coupe du Monde. On a fait le jeu. Mais ce n'est pas une équipe qui déstabilise l'adversaire dans la construction de jeu. Non, bien et sûr, je ne pense pas que du jour au lendemain... Ouais. On va le faire. Je pense que si on réussit si on réussit une CAN, ça sera jouer contre un Sénégal ou une Algérie où ils vont nous dominer. D'accord, mais on va les presser haut, on va intercepter le ballon et on va envoyer des flèches. C'est ce que fait Blenda d'ailleurs en pressing haut. Mais ce que tu dis est vrai. Jusqu'à pour moi, il y a deux époques dans l'équipe nationale. Il y a ce que j'appelle la version Stoke City, c'est celle qu'on avait en Coupe d'Afrique, c'est-à-dire un pressing haut, un bloc bas avec de temps en temps une projection rapide. Et là, on a eu ces matchs de préparation à la Coupe du Monde, si vous vous rappelez, avec la Slovaquie, la Lituanie ou l'Ukraine, je ne sais pas quoi, où on a l'impression qu'on arriverait à jouer mieux. Ziyech était revenu en forme et qu'on allait pouvoir créer du jeu et aborder des blocs bas avec vraiment des décalages, des 1-2, du foot, quoi, tu vois. Et là, on se rend compte que on n'y arrive pas. Quand tu as un bloc bas devant qui est très sérieux, la Namibie est un bloc bas très sérieux, tu as beaucoup de mal à augmenter le rythme, tu as beaucoup de mal à trouver des décalages, tu as beaucoup de mal à passer balle au pied ou en combinaison. Et j'ai l'impression que ça va être ça, cette CAN, quoi. Ça va être des matchs très lents avec des équipes qui vont faire un concours de réalisme. Et est-ce qu'on est, nous, très réalistes pour aller dans cette compétition, quoi? Il y a aussi le problème, je pense, de profondeur de banc. C'est-à-dire imaginons qu'on mette le 11 type, à part Bouffel, s'il ne commence pas, quand tu sens que Bouffel rentre, tu te dis, il va peut-être amener un truc. Pour le reste, tu n'as personne dans le banc. Quand tu le vois, tu te dis, lui, il va rentrer, il va peut-être plier le match ou faire quelque chose. D'accord ? Donc c'est une des questions par rapport à la prospective qu'on a pour la suite. Est-ce qu'on a une profondeur de banc qui nous permet de tenir toute une CAN ? Maintenant... On verra, on ne sait pas, mais on verra. Voilà, on attend le match référence. Oui. Quand Fadel disait que la CAN avait commencé petit, moi je suis désolé, hein, moi je la vois comme les Euros qui démarrent petits, y compris même les Coupes du Monde. Alors c'est pas le même niveau, mais il y a cette même impression d'un petit peu d'équipe empruntée, lente, fatiguée, y compris physiquement. Pourquoi je dis ça ? Et Maroc comme les autres. Hein. Parce que ce qu'on est en train de dire maintenant, ce qu'on est peut-être en train de prévoir, il y a beaucoup de chances qu'on se plante complètement. Parce que je ne vois pas cette équipe, cette Côte d'Ivoire conquérante, ou là, ce Sénégal conquérant, ou cette Algérie conquérante. Pour moi, on est vraiment dans du 50-50 avant chaque match. Bien sûr. Ça m'énerve un peu parce que je n'arrive pas à. On n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir clair dans cette CAN. Mais c'est toutes les CAN comme ça, on n'arrive pas à voir. Est-ce que le fait que ça joue en Égypte en juin, avec une température pareille, est-ce que ça impacte aussi la fraîcheur des équipes et l'intensité des matchs ? Par rapport à février. Je me demande parce que c'est quand même
assez faible ce qu'on a vu. Là, c'est assez lent par rapport, même si tu compares la CAN. Il y a eu quelques bons matchs dans la CAN précédente. On va prendre comme match de référence la Namibie, ou peut-être contre la Côte d'Ivoire, ils vont attaquer, ils vont avoir le ballon. Et ça nous permettra de faire ces fameux contres que tu as évoqués, et on va marquer de cette manière. Toute notre analyse sur Maroc-Namibie ne vaut plus rien. Parce que y a un ballon, Nsere, il l'a fait, ou la Boutayeb, il l'a fait comme contre l'Espagne, et on marque. Donc chaque match a sa vérité, et moi j'arrive pas à dire, juger définitivement sur ce qui va se passer plus tard. Parce que vous essayez de savoir ce qui va se passer, moi je vous demande pas ça. Moi j'ai jamais demandé à personne qu'est-ce qui va se passer. Moi je veux d'autres discussions. Moi je vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est déjà compliqué. Ce qui s'est passé, on va se dire c'est un match amical. On va l'analyser comme un match amical, pas dans le cadre de la CAN. C'est un jeu horrible. C'est-à-dire c'était très faible, statique. On n'a pas pu marquer. Nos attaquants, nos milieux offensifs n'ont pas pu créer des occasions. Il n'y a pas eu de passe décisive qui a créé une occasion franche. Il n'y a pas eu de jolis centres. Nos défenseurs ont malgré tout sont restés tranquilles. C'est l'homme du match pour vous, c'est qui? Pour moi, c'est Ziyech. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup tenté, il a beaucoup créé. C'est pour moi 2 paramètres importants. Moi ça m'a fait plaisir aussi de revoir Amrabat dans une position de guerrier. Bon, alors c'est pas le même Amrabat contre le Portugal, mais il a été visible. C'est-à-dire qu'on a vu Ziyech, on a vu Amrabat et on a vu Boussoufa en deuxième. Ça, tu me lances sur le théorème d'Amrabat. Ouais. Quel que soit le match, Amrabat remplit l'écran. Oui, mais Moi, je me rappelle d'un Watford-Liverpool où ils ont pris 4-0, on ne voyait que Amrabat. Oui. C'est-à-dire que sa générosité, sa disponibilité, son activité et l'intensité de son jeu fait qu'il est dans tous les plans, Amrabat. Alors, mais c'est rassurant de voir ça malgré une année en Arabie Saoudite. Voilà, on aurait pu dire. Tu veux dire que physiquement, il est là. Physiquement, je l'ai trouvé là, il est présent. Donc pour vous, l'homme du match, c'est Amrabat? Amrabat, Ziyech, je les mettrais les deux. Ziyech fait un bon match. Pourquoi je fais le docu-fiction? Imaginons. Personne ne veut reprendre. Le docu-fiction. Je dirais un truc. Même s'il le fait, j'y arrive pas. C'est bien d'assumer la mauvaise foi. Là. Pourquoi je dis, imaginons c'était un match amical contre la Namibie. On joue contre le 113 ou là, je ne sais pas quel classement. Contre un 113e et tu es dans le top 40. Je m'attends à un meilleur score, à créer plus, à être plus fort et avoir le bon résultat. Attendre une 88e minute dans un match qui a été pauvre sur un coup du sort heureux, c'est faible. Pris comme ça, indépendamment, le match amical Maroc-Namibie. Je pense aussi que les matchs amicaux ont dû peut-être un peu traumatiser la défense parce que contre une Gambie faible, contre une Zambie très faible, on a pris beaucoup de buts. J'ai remarqué que Seyss et Benatia sont restés très timides. Bon, leur rôle, c'est on l'a vu Benatia monter une fois. Ça aurait pu être déterminant parce qu'il a fait une différence. Voilà, il a fait une différence. Mais elle était nette. Voilà, c'est-à-dire que quand il arrive, il fait un surnombre au milieu. Et il se projette jusque dans la surface de réparation. Quand tu joues contre la Namibie, on aurait peut-être voulu voir soit Seyss ou Benatia apporter ce surnombre, comme fait parfois Chiellini à la Juve. Il avance et il fait ce surnombre. Et peut-être que la défense avait peur du contre, parce que dans les 2 matchs amicaux, on s'est fait un peu C'était un Maroc qui manquait de confiance, c'était un Maroc qui devait prendre 3 points et qui les a pris, mais qui a joué la trouille au ventre pour moi. On finit le match avec 5 joueurs qui totalisent 165 ans. C'est-à-dire Dirar, Boutayeb, Benatia, Ahmadi, Boussoufa. Ils étaient à la fin du match, tous les 5. Je pense qu'on finit avec des jeunes qui vont courir plus vite. Tu es sérieux sur 100, tu es sérieux? Sérieux. C'est-à-dire ça fait combien de moyenne? 165 divisé par 5, c'est 35. 33. Ils ont 32, 33, 34, 35. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, on ne finit pas un match avec une maison de retraite. C'est-à-dire, pour moi, les fins de match doivent être plus dynamiques, plus risquées, et non pas dans le conservatisme de l'expérience. Surtout dans un contexte de grosse chaleur aussi. Dans le contexte de conditions difficiles. Donc, quelque part, c'est l'aspect, peut-être ça a réussi cette fois, mais
je vois les choses inverses, c'est-à-dire je rentre avec de l'expérience et je clôture par du dynamisme et de la jeunesse, c'est de la folie. Ouais. Et non pas, je clôture par l'expérience et le conservatisme. Il y a des joueurs d'ailleurs qui ont Très été bonne remarque de Fadel Abdelawi sur lequel on va s'arrêter un petit peu parce qu'il faut quand même laisser les gens respirer après l'intensité et la puissance de cette analyse foudroyante. Vous écoutez Radio Ma'arif. Bon, on reprend ce podcast et je vous rappelle quand même que juste avant la pause, notre ami Fadel nous a expliqué qu'ils avaient un siècle et demi de moyenne d'âge et que au lieu de commencer avec des vieux et de finir avec des jeunes, on avait fait le contraire. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, question très simple, hein, on va aller vite, straight to the point. Ladies and gentlemen, qu'est-ce que vous faites pour le deuxième match? Vous changez quoi par rapport à l'équipe qui a commencé ou par rapport à l'équipe qui a fini d'ailleurs? Moi, je partirais sur les constatations qui ont été, disons, négatives sur ce match. Les joueurs qui ont eu un rendement inférieur à nos attentes, notamment Dirar, qui a pas pesé du tout. Tu mets qui à la place? Je comprends pas pourquoi Mzraoui n'est pas arrière droit, donc je le mettrai. Moi, j'ai toujours questionné. Non, j'ai une autre question. Bon, alors j'imagine que Belhanda va revenir. Donc la vérité, j'ai trouvé les deux, Aït Ben Nasser et Barbia, pire que Belhanda. Donc c'est pas un compliment, mais j'ai trouvé pire. Donc pas tout le monde les voit comme tu les as. Je sais pas. Moi, je les ai trouvés pas très entreprenants. Ils ont pas le même rôle. Aït Ben Nasser était censé être devant la défense. Sentinelle, oui. C'était plutôt sur la place de Ahmedi, quoi, par rapport à Belhanda. Oui, si on regarde du poste pour poste. Je reviendrai à Ahmedi, Belhanda, Boussoufa. Et moi, moi, j'ai toujours questionné cette histoire d'axe central Benataya Seyss. Seyss n'a jamais joué axe central avec son club en Angleterre. Il joue milieu gauche. Ou à gauche dans une défense à 3. Ou à gauche dans une défense à 3, mais je préférais, vu la pauvreté de notre banc en milieu de terrain, si jamais on démarre Ahmedi, Belhanda, Boussoufa, si quelqu'un est fatigué, je préférais avoir un Seyss solide en milieu de terrain, parce que c'est son poste naturel en club. Et puis voilà, dans l'axe, pourquoi pas D'Acosta ou qui on a d'autres en arrière central. On a Benatria, D'Acosta, Abdelhamid. Voilà, ou Abdelhamid, voilà, plutôt Abdelhamid que D'Acosta. C'est-à-dire que je préférais, vu ce qu'on a produit dans le premier match, avoir cette option de faire avancer Seyss. Et devant, tu ne changes rien, tu laisses Bouffel sur le banc, tu fais rentrer en fin, tu laisses Nsaeli. Non, Bouffel, je le laisse sur le banc parce que je veux garder. Dans le débat, Bouffel, je le fais. C'est un homme pour moi de deuxième mi-temps ou des dernières 30 minutes, parce que j'ai peur de le faire rentrer dès le début et que ça marche pas. Et que voilà, on n'est vraiment plus rien à faire entrer. D'accord. Fadel, tu changes quoi? Alors, ce que je changerais, c'est d'avoir deux attaquants. J'aimerais avoir Boutayeb et Nseri. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'on ait une petite combinaison devant, mais avec la Côte d'Ivoire, il ne va jamais le faire, on est d'accord? Renard ne le fera jamais. Donc, c'est même pas la peine. On veut. Tu veux qu'on lui envoie le podcast? Donc, Fadel, écoute, tu as Boutayeb, Nseri, tu marques pas. Qu'est-ce que tu fais pour changer? Il te reste qui? Derrière, tu n'as plus d'attaquant. Tu as Ziyech, Belhanda, peut-être. Oui, mais à 0-0. Déjà, sur la défense, Dirar, si Mzraoui est bien physiquement disponible, je préfère Mzraoui à Dirar. Et surtout, pour moi, peut-être, on a nos chances parce que là, on multiplie par 2 les probabilités qu'un ballon arrive dans un endroit qui nous crée une occasion franche. Parce qu'avec un seul, c'est un joueur, oui, qui va monopoliser ou là qui va... Tu parles de Nseri là ou tu parles de qui? Je suis perdu là. Nseri, il est tout seul. Il m'a rappelé qui, Nseri? Il aurait pu s'arrêter, prendre un café, foutre le terrain, etc. Ça ne changera rien. Il m'a rappelé la mise en place de Guéret dans un de ses premiers matchs contre l'Algérie, celui qu'on perd, ou alors c'était Kuperli qui remplaçait Guéret, où il y avait Schmar qui était seul en pointe dans une espèce de 4-3-3, où il était à 20 mètres des joueurs de côté, il n'était pas soutenu par ses milieux de terrain, et il avait fait un match comme un peu Nseri, c'est-à-dire même grand jeu de tête, mais orphelin, aucun décalage, peu de remise, peu de jeu dos au ballon et ça m'a rappelé un peu ça. On n'est pas la France. C'est pas Gignac. Là, c'est pas Gignac, Nseri. Moi, pourquoi Gignac? Là, j'arrive pas. J'adore. Monte la gamme. Là, j'adore la théorie d'il il joue sans le ballon. 90 minutes sans le ballon, c'est un touriste pour moi. Il n'a pas été bien servi. Là, j'apporte une information du groupe, de source sûre. Ziyech aime beaucoup avoir un attaquant qui lui dégage le passage. Voilà.
Ouais. Et Nsere le fait ou pas? Il préfère Elou Boutayeb, je peux te le dire. Mais c'est le genre de joueur qu'il a envie d'avoir devant lui, c'est-à-dire sur lequel il va s'appuyer, qui est capable de bouger l'axe et de lui libérer lui l'espace pour y aller. Il se voit dans ce type Et d'ailleurs, on le voit, il multiplie les frappes, et il cherche très peu à trouver l'attaquant. Exactement. Moi, je trouve que je te dis ce qu'on m'a dit. Moi, Nsere en pointe ne me dérange pas. D'abord parce qu'il est jeune. Je trouve qu'il a une détente exceptionnelle. Il est en progrès aussi. Il est en progrès. Boutayeb n'est pas titulaire dans son club au Zamalek. Dans un match où on n'aura probablement pas le ballon contre la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a de la vitesse aussi. Il joue comme ça à Leganés. Donc moi, je maintiendrai Nsere. Par contre, il y a peut-être une question à se poser aussi au niveau de Mzraoui, parce que je crois que je l'ai vu jouer à l'Ajax à gauche. Ah ouais, il est rentré en Ligue des Champions. Moi, je suis un hakimiste à droite. Je sais qu'il a joué à Dortmund à gauche, etc. Mais il a été formé donc, tu veux à mettre Madrid. tout le monde à gauche, tout le monde milieu gauche. Seyss Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Mzraoui à gauche, Hakimi à droite. Alors Hakimi aussi, il a fait une bonne première mi-temps et il a baissé. Mzraoui milieu droit. On l'a vu milieu droit en Ligue des Champions, en tout cas devant mes yeux. Mzraoui est un couteau suisse, je pense. Il joue à droite, à gauche et au milieu. D'accord. On a pas mal de joueurs comme ça, couteau suisse, qui sont comme Hakimi, joue à gauche, à droite. Je ne sais pas s'il pourra jouer au milieu. C'est pas la même chose, Hakimi à gauche et à droite. Moi, j'ai pas vu Hakimi à droite depuis longtemps. Oui. Mais, excusez-moi, Hakimi à gauche, pour moi, pose problème quand parce qu'il doit revenir pour centrer. Tu peux jamais déborder, tu peux jamais centrer. Là, on a la scène, elle est horrible. Je tourne autour de mon pied. Je fais le rond-point pour retaper du pied droit. Elle est systématique. Elle dit qu'elle n'est pas esthétique à voir. On va te dire qu'à Dortmund, il a joué à gauche. On va te dire. On est transporté dans le centre qui vient et là. Non, mais surtout que le problème de ces crochets, pour revenir sur le pied droit. Même s'il a été formé à Madrid à droite. Le problème de ces crochets, c'est que l'attaquant, en l'occurrence, qui est bon de la tête, qui s'appelle Nsreli, qui va vers le but à ce moment-là, une fois que tu as fait ton crochet, il a arrêté de courir. Et donc tu perds l'avantage. Tu perds l'avantage que tu as quand tu es lancé vers le but. Et c'est pour ça que tu as très peu de centre en première intention. Et bon, de l'autre côté, c'est pareil, mais on l'a déjà dit. Donc tu fais quoi? Tu passes en 4-4-2, c'est ça? En 4-4-2 avec. En espérant que deux attaquants moyens te règlent un. Amrabat à droite et Ziyech à gauche, peut-être. Je pense pas, parce que, enfin, il fera pas ça, parce que contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va y aller avec un peu d'appréhension, un peu d'angoisse et l'envie de sécuriser, à mon avis, un bon résultat, parce que n'oublie pas qu'un 0-0, à mon avis, arrange les deux équipes dans le prochain match. Ouais. Non, je pense qu'au niveau de l'angoisse, elles restent premières toutes les deux. Je pense que grâce aux 3 points, l'angoisse, elle a quand même beaucoup baissé. Je pense que là, c'est-à-dire que c'est pas un match couperé. C'est-à-dire que même si on perd contre la Côte d'Ivoire, il nous reste l'Afrique du Sud qui reste jouable. C'est-à-dire que c'est pas, on avait l'habitude de sortir la calculette après le premier match. D'accord. Là, on la sort pas. On a fait nos 3 points. Je pense qu'on va jouer le mieux qu'on peut contre la Côte d'Ivoire. On peut les surprendre. On les a battus les 2 dernières fois qu'on les a joués. En contre, donc on les a battus en Coupe d'Afrique et ça a été le début de la remontada. Voilà. Et on les a battus surtout en Coupe du Monde. Et j'ai compris qu'aujourd'hui ils n'ont pas été exceptionnels, donc je pense que c'est jouable et ça pourrait être le match détonateur. Mais je pense qu'il faudra jouer en les attendant et en essayant de. C'est ce qu'on sait faire en fait. Voilà, c'est ce qu'on sait. Faut pas sortir de ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait partout dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quand on a eu à avoir le ballon contre l'Iran, j'ai pas de souvenir de match en compétition officielle où si contre le Gabon peut-être. Contre le Gabon, on a quand même construit. On a un peu construit. Le Mali, le Gabon. Voilà. Non, le Mali, on faisait le pressing haut, on récupérait et on marquait. Mais ils n'ont pas eu le ballon. Mais il y avait ce pressing haut, étouffant, asphyxiant. Je le redis, le moment où Renard a essayé de mettre en place, à mon avis, un jeu de possession, d'attaque placée sur des défenses basses, ça a été, et ça marchait d'ailleurs. C'était les matchs de préparation d'ailleurs qui, à mon avis, ont créé l'illusion qu'il fallait qu'on parte en Coupe du Monde comme ça. Et c'était aussi la faiblesse des adversaires à l'époque. Je crois pas que c'était des équipes qui étaient qualifiées en Coupe du Monde. Et je crois d'ailleurs c'est 3 victoires ou 2 victoires contre les pays d'Europe de l'Est. Enfin, et c'est ce moment-là où on a pris le ballon, même la Corée du Sud, si tu te rappelles, quand avec Haddad et Naheli, ils font une très bonne première mi-temps. Mais tout le reste, oui, tu as raison, tout le reste, c'est plutôt un jeu de toute façon, on n'a pas le choix que de monter en puissance. De toute façon, c'est-à-dire qu'avec le niveau de jeu qu'on a eu contre la Namibie, on ne peut pas aller plus loin. Donc, on va devoir monter en puissance. On espère qu'on va monter en puissance physiquement et aussi dans le jeu. Moralement non, moralement, je pense que la victoire a réglé beaucoup de choses. Je pense Très que bien, ça a détendu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi je voudrais ajouter un truc sur Benatia. Ouais. Je l'ai trouvé émotivement très chargé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as vu pendant l'hymne, il était vraiment ému.
très chargé. Sur Twitter, il a posté des choses liées à l'émotion. Là. Mais il est beaucoup là-dedans, Benatia. Non, voilà, même à part aujourd'hui, c'est souvent sa communication. Il réclame l'union sacrée. Voilà, alors. Et je pense que... Qui est très cher. Enfin, c'est un peu ce qu'il transmet en général. Voilà. Et je pense que le problème, un des problèmes de Benatia, c'est son rôle de capitaine. Je pense qu'il l'a jamais dans le terrain. Hier, c'était Boussoufa en deuxième mi-temps. C'est lui qui a pris les clés. On a vu du Ziyech. Et je pense que Benatia, c'est pas le joueur qui sonne la révolte. Et je pense quelque part, il essaye de le faire dans sa communication. Mais les vrais capitaines qu'on a, ou les leaders qu'on a, c'est Ziyech, c'est Boussoufa, c'est Amrabat par son côté guerrier. On voit rarement Benatia venir rameuter les troupes. Donc, oui, mais c'est un détail, tu sais, Non, mais c'est le capitano, c'est le capitaine, il a ce titre. Oui, mais enfin bon, le capitaine, je peux te dire, depuis qu'il paraît qu'il revient, je veux dire, il est capitaine sur les réseaux sociaux. Hein. Sur le terrain, c'est plutôt ceux qui sont jamais partis qui ont cette légitimité. Hein. Moi, moi, j'ai trouvé bon quand même. Il faudra le prochain match nous indiquera est-ce qu'on a vu dimanche est une arnaque ou c'est le début de quelque chose de sympathique. Moi, Sarahatan, je suis optimiste parce que je me dis on a été très mauvais pendant les matchs amicaux, on a été moins pendant ce match, mais on l'a gagné, donc on est en phase ascendante. Je suis optimiste, je me dis qu'il y aura les réglages qu'il faut et je vois les adversaires, personne ne m'effraie. Et toi, Fadel, nous-mêmes n'étant pas effrayants pour les autres. Donc, c'est très ouvert. Non, et puis toi, Fadel, qui est fort en statistiques, je ne me rappelle pas qu'on ait déjà eu un CSC, un but contre camp pour nous, en compétition officielle, décisif. Je ne sais pas si... Voilà, donc il y a peut-être quelque chose. Amin Bennis est dans le surnaturel. Il nous fait des analyses surnaturelles. J'ai basculé dans le surnaturel. Et ben c'est très bien. J'espère que tu as raison. Quelque chose à ajouter? Terminé. On se revoit après le Maroc-Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci les amis. À la prochaine.